القطر كمال نولي تبعنا حريشة من زون بدات سيدة في القطر نغال دشت غفا عنا الناس انه بدا دمس لا يقدر مقارن قاسم زولي في كلت نظن لا غاش قروش زول محمد بكير زول ارسقد حمانا زول نبدا تزقلينا نتمسيدة في القطر on commençait à parler du Qatar on a expliqué un peu le pays et on s'est arrêté à un point d'achou pourquoi qu'est-ce qui fait que le Qatar aujourd'hui veut être partout et essaye d'influencer la politique. On a vu ce qu'il a fait en Afrique du Nord ou au Maghreb. Iwachou, pourquoi Massar Sadhmani disait que c'est une question de survie pour le Qatar lui-même. Lara. Moi, je pense qu'il y a un bouleversement stratégique concernant, si on raisonne, le Qatar en tant qu'État, pays isolé du monde. On peut situer ses atouts. Il a deux atouts exceptionnels. Un fonds de souveraineté de 800 milliards de dollars, donc une masse financière énorme, et de l'autre côté, une élite qui vient de tout, une élite, pas une élite qatari, pas une élite internationale, une compétence, une compétence internationale de 1,3 million, parce que ceux qui travaillent dans l'industrie, dans les médias, dans Jazeera, sont tous des étrangers, des compétences de très haut niveau, et qui arrivent. Donc vous avez le capital humain et le capital financier qui sont mobilisés dans une stratégie qu'on peut définir par la suite. Qatar joue une musique d'un... D'accord, mais je repose ma question. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Pourquoi Qatar fait ça? Pourquoi? La fragilité du Qatar, c'est le fait qu'il n'a pas une grande population. S'il avait une grande population, il aurait une autre stratégie que celle qu'il est en train de développer. Du fait que c'est une petite famille, c'est 6 000 personnes. Les Altanais, c'est 6 000 personnes. Et c'est eux qui déterminent cette politique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De manière très rapide, le Qatar, il est au cœur du nouveau concept stratégique islamiste, du nouveau concept stratégique de l'international islamiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il, comme Mekendina Chegrouche, il essaye de prendre appui sur un potentiel qui est dans tout le monde musulman pour se mettre au cœur d'un nouveau khalifa. Et ça, on le voit dans sa stratégie, on le voit à travers sa stratégie médiatique, on le voit dans sa stratégie autour de l'imam, du pape de l'islamisme. Il a installé un pape de l'islamisme qui est Qardawi. On le voit dans sa stratégie d'investissement, à la fois dans cette ère musulmane, mais aussi dans ce qu'il considère être un prolongement stratégique, c'est l'Europe essentiellement. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il semble considérer qu'il y a une 5e colonne qu'il peut mobiliser. Ça veut dire qu'il essaye de... si vous me permettez, je précise quelque chose. Je précise quelque chose. Moi, il y a beaucoup de choses là. Puis on revient d'abord, ce que tu viens de dire, moi je te dirais en deuxième niveau d'analyse. Mais il y a d'abord un premier niveau qui me paraît capital, qui est très important. On disait tout à l'heure, 1995, le prince actuel dépose son père. Parce qu'il considérait son père, c'était un bédouin, il n'avait pas de stratégie, etc. C'est à partir de 95. C'était quoi la 95? J'ai raconté une histoire avec ce fils-là, cet enfant, quand il est parti la première fois son voyage aux États-Unis, il a été choqué quand il a montré son passeport. Les douaniers, Qatar qui des choses. Mais c'est révélateur. Deuxième chose, je te disais tout à l'heure, le Qatar aujourd'hui, et il a été bien posé le problème, selon les statistiques, on va accepter 300 000 et 1,6 million, donc ça s'équilibre. Bon, moi, je travaillerai sur 200 000 et 1,5 million, c'est kiff-kiff. Première correction, sur les 2 millions, c'est vrai, c'est à eux, mais combien il reste? Il reste 1,3 million. 1,3 million, c'est quoi? 1,3 million, c'est pas uniquement 1 million de compétences, mais parce que tout le boulot, tout le travail, le bas, c'est des Philippins, des Malaisiens, des machins, des Pakistanais. Et c'est ça, pour moi, le premier danger du Qatarazkan, le premier danger, c'est cette population-là, qui sont musulmans, donc ils ont droit d'eux, et alliés à n'importe quel pays à l'étranger qui va venir les manipuler, etc., leur donner des trucs, il peut les mobiliser. Donc c'est le premier danger qui menace, pour que tu comprennes pourquoi leur stratégie. C'est ça la première. Donc il y a une menace réelle. Déjà, il y a eu en 2009 un coup d'État, c'était les généraux Hansen, c'était les militaires Hansen, mais le vrai danger, c'est ça. Le deuxième danger qui menace le Qatar, c'est de disparaître.
comme à un moment a failli disparaître le Koweït. Donc ils sont obsédés par ça. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Irak c'est la survie. La survie. Très bien. Parce que quand on regarde les images, il y a des images, quand on regarde la femme du prince, quand on les regarde tous les deux à la Coupe du Monde, quand on regarde sa visite en France, on n'a pas l'impression que c'est vraiment des islamistes rigoureux. Et nous, autour de la table, vous me dites qu'ils veulent installer l'islamisme, qu'ils sont en train d'aider l'islamisme. Non, mais en fait, ils se servent de l'islamisme pour déployer une stratégie politique. Là, je suis d'accord. Il faut dire aussi que le Qatar, ses problèmes, il a d'abord des rivalités territoriales avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, avec le Bahreïn. Donc, ça d'une part. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite a voulu l'annexer à un moment donné. Et maintenant, c'est le contraire qui se passe. C'est le Qatar qui veut dépecer l'Arabie Saoudite. Alors, donc il doit déployer toute une stratégie pour avoir une hégémonie au niveau des pays arabes, etc. Aussi dans l'objectif d'avoir le leadership sur les islamistes. Parce qu'au bout, il y a une volonté de faire renaître le khalifa. Et ce khalifa-là, actuellement, tout le monde est d'accord, la Turquie avec Erdogan, l'Égypte, tous les frères musulmans, tous les salafistes convergent vers cet objectif. Une seconde, vers cet objectif. Donc il y a le problème du khalifa, il y a le problème territorial, et il y a aussi le fait qu'il est actionné par les intérêts américains. Très bien, on reviendra peut-être, mais en même temps je vous pose la question, vous pouvez aussi, est-ce que vous pensez vraiment que le Qatar a cette volonté, cette envie, est-ce qu'il se croit lui-même capable d'être à la tête d'un khalifa? Avec tout ce que vous m'avez dit, 300 000 personnes... Je pense qu'il y a deux choses. Ce qui évoquait notre ami, c'est plutôt, il se positionne, quels sont les dangers pour Qatar, pour la survie de Qatar. Moi, c'est une question absolument secondaire. Parce que si on compte le nombre de coups d'État depuis 1995, l'officiel, ce qui a été annoncé, ce qui est annoncé est connu par les médias, mais ce qui n'est pas connu, c'est pratiquement chaque jour. L'indépendance, chaque jour. Parce que tout simplement, la rivalité à l'intérieur de Qatar, elle découle de cette association tribale. Cheikh Hamouza, c'est la 4e femme. Et tous les enfants, il a 25 enfants. Ils sont tous par le sang héritiers. Mais l'héritier de l'héritier, c'est le fils de Mouza. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans... Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est votre question, le positionnement de Qatar. Et par rapport au jeu stratégique d'aujourd'hui. Qatar, il est né d'une contradiction. Avec l'Arabie Saoudite, et par l'aide des Anglais, il a accédé à une indépendance. Et il était jusque-là en rivalité avec l'Arabie Saoudite, une rivalité territoriale que vous avez évoquée. Puis cette rivalité, petit à petit, s'est transformée en rivalité culturelle, donc religieuse. Et le fait de faire apparaître la femme de l'émir comme une femme moderne, comme une femme, découle de cette rivalité. Et cette rivalité-là, elle s'appuie et elle est fondée par le pape, comme il vient de le dire, d'un islam qui est un peu loin du wahhabisme, qui est absolument, mais un islam confrérique, organisé de la manière d'un ordre, donc un ordre avec un chef qui s'appelle Al-Murshad, donc le maître, qui donne des ordres dans tous les pays musulmans. Ils ont des ramifications. Il n'y a pas un pays qui se dit musulman où il n'y a pas une confrérie, les frères musulmans, une confrérie islamique. Et donc, un exemple, un détail, quand Kardawi a annoncé sa position vis-à-vis de l'intervention française au Mali, il a condamné tous les régimes issus du printemps, entre guillemets, arabe, donc la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, y compris l'opposition syrienne, ont tous condamné cette intervention. Donc, cette rivalité, juste, je termine ça. Donc, d'un côté, il y a une rivalité vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, et de l'autre côté, il y a une vassalité
vis-à-vis des États-Unis. Et il joue un rôle à partir... On reviendra sur les États-Unis. Mohamed, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les régimes issus des révolutions arabes ou berbères ou arabes, est-ce qu'ils prennent tous les ordres chez le Qatar, chez l'émir du Qatar? Si je vous suis, les frères musulmans en Égypte, en Tunisie, en Libye, ils prennent leurs ordres du Qatar. Ce qu'il faut dire sur le printemps arabe, c'est que c'est un printemps qui s'est déroulé avec un seul pôle. C'est-à-dire qu'il y a eu le pôle qatari, qui est un pôle conservateur, qui a déterminé un petit peu la dynamique de ce printemps arabe. Il y a un manque crucial d'un pôle moderniste ou progressiste qui aurait pu équilibrer. Ça n'a pas existé. Ça aurait pu être la Syrie, malheureusement, la militarisation a empêché à museler le mouvement populaire. Donc on a un seul pôle qui est conservateur. Les Qataris, qu'est-ce qu'ils ont fait? On le voit très bien. Ils ont été jusqu'à intervenir militairement en Libye et ils ont doté les islamistes d'armes. C'est eux qui ont donné des armes au mouvement islamiste libyen. On a rapporté des informations ici même sur l'aide humanitaire qui était distribuée, soi-disant, dans la Zawad, mais qui partait au Mujao. Donc c'est un euphémisme que de dire que le Qatar soutient les révolutions arabes. Il soutient les islamistes et il propulse, il soutient les islamistes dans les révolutions arabes. On peut revenir jusqu'à l'Algérie. Mourad Dihina, qui a été le chef du FIS durant la décennie noire, il est président d'une fondation qui est dite de Fondation Karama, qui est financée par le Qatar. Donc on voit cette stratégie. Très bien, mais vous dites c'est une question de survie, c'est une question économique. Lui, il dit c'est plus une question idéologique, une question de religion. Juste un mot, oui. Très rapidement. Ce qu'il faut dire, c'est que le Qatar est un État bédouin en vérité, que la modernisation est une modernisation des infrastructures, ce n'est pas une modernisation de la société qatari, c'est les infrastructures qui sont modernisées. Ce n'est pas des citoyens qui sont élevés à ce niveau-là. C'est un parti où c'est un État où il n'y a pas de démocratie. Il y a une constitution, dite constitution permanente. Théoriquement, cette année, il doit y avoir des législatives. Mais les législatives, ça va être dans le sérail, dans la famille Serri. Moi, sincèrement, ce que vous dites à la fin m'intéresse, enfin, j'accepte. Moi, je crois que tout ça, que ce soit la stratégie au niveau de la religion et la stratégie au niveau des investissements au niveau économique, c'est la même stratégie. Simplement, il y a eu une planification de cette stratégie. Pour pouvoir faire ce que vous dites, là, tous les deux, qui est juste, il fallait d'abord être fort avant. C'est-à-dire qu'il leur manquait la puissance financière, la puissance économique. Donc la première chose, il fallait construire cette puissance. Et pourquoi il fallait construire cette puissance? Moi, je disais tout à l'heure, c'est d'abord une question de survie. Vous allez voir tout, c'est un puzzle qui se tient. Pourquoi? On le disait tout à l'heure, quelles sont ces puissances? Quels sont les atouts aujourd'hui du Qatar? Un, c'est sa richesse qui est sous terre et sous mer. Ok, tout le monde le sait. Deux, tu l'as dit tout à l'heure, le fonds de pension. Le fonds de pension, il faut rajouter à 700 milliards. 800, 700, oui, ça a 700, 800, 210 milliards. Non, voilà, on est parti. Le budget de... Non, je parle du fonds de pension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disposent en fonds de soutien 700, 800, 900, peu importe, mais on va dire 700 milliards, on va prendre la base minimale, etc. Troisième puissance, et là, il faudra méditer ce cas-là, c'est le Jazeera. Oui, exactement. C'est-à-dire, on est en plein de... Voilà, le Jazeera, c'est le troisième pilier de leur politique, de leur stratégie. Et tu sais que Al Jazeera, actuellement, elle est quasiment regardée dans le monde entier. Quel est le seul pays qui ne peut pas regarder Al Jazeera? C'est chez eux. Au Qatar, on ne peut pas regarder Al Jazeera. Pourquoi? Pour les raisons que vous avez en train d'évoquer, etc. Ça. Donc maintenant, c'est quoi? Il y a une stratégie qui dit, pour survivre, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'alliances. Pourquoi? On verra peut-être sur le temps, on va montrer toute la stratégie, par exemple, du Qatar par rapport à la France. On va prendre un exemple pour que c'est moi, tu vois. On va prendre l'exemple de la France, comment le Qatar a acheté progressivement, il s'est payé, il s'est fait payer, il s'est acheté la France. Et c'est pareil, Nicolas Sarkozy, on l'a vu aussi à Hollande. Chirac, pendant les 2 mandats, il a été 9 visites. 9 visites officielles dans tu vois. On peut décoller. Pourquoi?
Parce que ces alliances, ça veut dire quoi? Si tu y es attaqué demain, si il a été bien évoqué tout à l'heure, la menace de l'Arabie Saoudite, la menace du ça. Tant qu'il y a toujours quelqu'un qui peut intervenir. C'est ça qu'il avait construit, c'est sa survie. On bat, une fois que maintenant il a sa fortune, on peut rentrer encore dans le détail, une fois qu'il a construit, bâti cette fortune, cette puissance financière, maintenant oui, il y a un ennemi qui est apparu entre-temps, c'est le danger d'être déstabilisé par une forme d'intégrisme, de l'islamisme, etc. Et rajoute quelque chose d'Arni qui est très importante, le wahhabisme dont on vous a parlé beaucoup, il n'y a que 2 pays qui sont concernés par ça. C'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Très bien. Donc le sujet est bien posé. Alors, on reviendra sur le wahhabisme. Je vous pose une question à tous les deux. On a vu des images du prince du Qatar avec Ben Ali, avec Moubarak, avec Bouteflika. C'est l'ami de tout le monde. Est-ce que le Qatar est derrière les révolutions ou est-ce que le Qatar est venu, une fois que ces régimes qui étaient ses amis sont tombés, pour récupérer les révolutions? Le Qatar était à l'initiative, je dirais, même de ce qu'on appelle, entre guillemets, les révolutions arabes. La plupart des responsables du CNT sont passés par Al Jazeera. Et Al Jazeera, c'est le nid d'espions qui travaillent pour le Qatar. Les responsables actuels qui sont au pouvoir en Égypte sont passés par le Qatar. Ben Laden est passé par le Qatar. Tous les intégristes. Le numéro 1 du Hamas, il habite à 400 mètres. Exactement. Le numéro 1 du Hamas, Mashal, 400 mètres. Aussi, voilà. Est au Qatar actuellement. Il était en Syrie. Ouais. On lui a donné 1 milliard de dollars pour le ramener au Qatar. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 3 bases militaires américaines qui protègent le Qatar. Oui, et que parmi ces bases-là, avant, elles étaient en Arabie Saoudite. On les a transférées au Qatar. D'accord. Alors, tout ce qu'on disait que c'est une révolution, une révolution des jeunes, une révolution des réseaux sociaux, une révolution faite par les jeunes, finalement, c'est pas vrai. Ils étaient instrumentalisés. C'était un complot. Alors, pour lui, c'est un complot. Lara? Je ne suis pas du tout d'accord sur un détail. Il faut rendre hommage aux martyrs de la Tunisie. Si vous me permettez, aux martyrs de la Tunisie. La Tunisie, c'est une révolution démocratique, une révolution populaire, et que les islamistes ont pris le train en marche avec, quand, au début des événements, les grandes puissances, et particulièrement les États-Unis, même pas la France, se sont rendus compte que c'est un train qui va à une très grande vitesse, une grande révolution démocratique dans la région, et ça peut bousculer et changer l'équilibre international, au moins dans cette région-là. Ils se sont rendus compte. Ils ont envoyé ils ont facilité le retour des confléristes à partir de Londres. Ils ont facilité, ils ont soutenu. Qatar a joué le rôle de financier, et je vais revenir sur Qatar. Parce que tout simplement, ce qu'on ne comprend pas, le rôle de Qatar, on ne comprend absolument rien. Donc, ce qu'on appelle la révolution ou le printemps dans notre région berbère et ailleurs arabe, c'est une vraie révolution démocratique en Tunisie à ses débuts. Mais simplement, les grandes puissances, et particulièrement les États-Unis, ils ont fait tout pour empêcher l'arrivée du train au palais de Carthage. La même chose pour la Libye. Prenez la région berbérophone d'Iznet, et jusqu'aujourd'hui, le train américain ne passe pas. Le train français ne passe pas dans cette région-là. Et même, allons plus loin, même en Syrie, il ne passera pas. Il ne passera pas. Pourquoi? Parce que les Américains, depuis 1995, ils se sont rendus compte, après l'Afghanistan, ils se sont rendus compte qu'ils ne souhaitent plus intervenir directement. Ils ont du relais. Et Qatar est positionné dans beaucoup de documents connus par les spécialistes, le fou du roi. Le roi, c'est la Maison Blanche au Pentagone, et lui, il joue le rôle du fou. Qui a fondé Al Jazeera, ce n'est pas les Qataris.
On va revenir sur Al Jazeera, sur le wahhabisme. J'aimerais qu'on revienne parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la révolution en Égypte. Alors pourquoi les États-Unis, qui étaient peut-être amis et alliés de Moubarak, à la rigueur on va dire ils étaient obligés de céder, est-ce que vraiment ils ont besoin, comme vous dites, du feu du roi du Qatar? Pourquoi ils ne s'allient pas directement à la confrérie des frères musulmans qui sont, ils sont les plus importants en Égypte? Pourquoi ils ont besoin de passer par le Qatar, si je vous suis, pour installer les frères musulmans en Égypte? Parce qu'il y a des recompositions qui sont en cours et ce n'est pas des recompositions pour des données subjectives. Parce qu'il y a des données. C'est comme le mouvement des plaques tectoniques, ça bouge et on n'a pas le choix. À un moment, ça va rompre. Ceux qui sont conscients, ils se disent où est-ce que ça va rompre, où est-ce que ça va casser. Les autres, ils attendent que ça craque. Les États-Unis, les Européens sont du genre à prévoir, donc à essayer d'anticiper. C'est ça qui a fait, par exemple, leur réaction rapide avec le mouvement de la population, parce qu'une population, on ne la manipule pas. Une population, elle bouge à un moment donné, c'est très complexe, comment un corps social vit, ça bouge à un moment donné. Celui qui est prêt, il donne du contenu, celui qui n'est pas prêt, il ne donne pas du contenu. Ça, c'est par rapport au printemps arabe. Maintenant, ce qui est en train de se jouer, il faut revenir au discours d'Obama au Caire, où il dit clairement les objectifs américains. Il dit que l'Amérique voudrait stabiliser cette région pour assurer sa sécurité nationale, pour établir un partenariat, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle qui était dévolu à l'Arabie Saoudite n'est plus tenable, pour des données très simples. L'Arabie Saoudite n'a plus les mêmes capacités de production qu'elle avait auparavant. Donc elle perd son rôle pivot, elle va le perdre dans un délai très raisonnable. Et le lâchage américain va faire que l'Arabie Saoudite, la dynastie des Al Saoud, va s'effriter. C'est quelque chose qui va... Juste un détail, s'il vous plaît. C'est le wahhabisme qui n'est plus, qui s'adapte plus à l'époque. Il faut mieux voir la femme de l'émir, une femme profondément wahhabite, mais dans le visage moderne, que d'avoir une saoudienne, peut-être dans le cœur moderne, comme la femme de Walid. Je pense qu'il y a un danger, qu'il faudrait souligner pour les téléspectateurs. Vas-y. C'est-à-dire que vous avez deux schémas. Une femme dont le cœur est wahhabite et le visage est moderne, ou une femme dont les habits, elle est wahhabite et le cœur est moderne. Donc l'Arabie Saoudite ne correspond plus. Mais moi je vous pose une question. Oui. Vous dites que l'Arabie Saoudite, puis on reviendra à l'Égypte, l'Arabie Saoudite voilà, ça y est, le pétrole, elle va être dépassée, il y a eu un basculement vers le Qatar. Pourquoi justement au moment fort où il y a eu les révolutions, personne n'a touché à l'Arabie Saoudite, elle n'a pas été déstabilisée? Si on voulait se débarrasser de l'Arabie Saoudite, c'était l'occasion. Parce que l'Occident, il compose avec les mouvements sociaux. L'Occident, quand il y a un mouvement de foule, quand il y a un peuple qui se soulève, il essaye de préserver ses intérêts. Or, son allié stratégique pour préserver ses intérêts, c'est les islamistes. Là, on trouve le rôle du Qatar, puisque le relais pour contrôler un petit peu toute cette mouvance-là, la contrôler pas seulement d'un point de vue idéologique, même d'un point de vue très trivial, très sonnant et trébuchant, c'est entre autres le Qatar. À mon avis, le danger dans ce jeu de rôle entre les États-Unis et le Qatar, c'est de revivre ce que les Américains ont vécu avec Ben Laden. Ils ont utilisé Ben Laden pour casser l'URSS, ils l'ont armé, ils l'ont propulsé, en considérant que c'était... et le même pion. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour casser les États souverainistes, les États-nations souverainistes, mais il a son propre agenda. J'aimerais revenir à Al-Sraf Hmani, mais en même temps, si vous croyez à cette théorie de complot, et je vous laisse développer votre idée. Moi, les histoires de complot, il n'y a que les régimes faibles qui parlent de complot. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Algérie, que ce soit tout ça, ils ont suffisamment de moyens pour bâtir, pour construire une intelligence économique ou une intelligence tout court pour essayer de comprendre ce que les gens vont faire. Parce que moi, ces discours-là, j'en ai vraiment marre. Même quand il pleut, c'est la faute des États-Unis. Quand il neige, c'est la faute des... Non, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça, il faut regarder les choses. On revient sur l'exemple de l'Égypte. L'histoire est très claire, pour moi. L'histoire de l'Égypte est très claire, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faudrait qu'on pose le problème. Jusqu'à présent, le Qatar a donné 2,5 milliards à l'Égypte. Dès que les frères musulmans ont gagné, ils ont doublé la mise. Ils sont passés à 5 milliards. D'accord? Et
Il faut voir comment ils vendent ça. C'est pas parce que c'est les frères musulmans qui sont arrivés. On a dit c'est la révolution qui les a affaiblis. Il y a une diminution de la livre égyptienne, etc., qui est en perdition, etc. Et tout de suite, on signe un contrat sur 5 ans de 18 milliards de dollars avec l'Égypte. Pourquoi? Ben, là, je reviens à mon idée de survie. Ils veulent avoir la paix du côté de l'Égypte. Les frères musulmans, etc., ne venaient pas foutre hachek, machin, la merde, bordel, chez nous. Tu vois, donc on achète. Quand le prince lui-même, il ne va aller pas rencontrer Abbas, je veux dire, en Palestine, il va aller rencontrer, comme il s'appelle, du Hamas à Gaza, pour le machin. Et là, cette semaine, qui a reçu le machin? C'est le gars de la Malaisie, etc. Je veux dire, après lui, il est toujours dans cette stratégie, je neutralise. On vient de voir les photos de son épouse, de sa famille et compagnie. Ils sont dans une logique de survie, mais pas au sens Zama, on va mourir. Non, ils sont dans une logique de survie, on veut acheter la paix. Je reviens sur l'Arabie Saoudite, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi ça n'a pas été touché? Chez eux, au Qatar, les quelques gens qui essayent de peuple, les petites gens, quand ça ne peut être que des pauvres qui sont tous, même pas au SMIC, etc., c'est les Philippins, etc., quand ils bougent, etc., c'est la matraque, dans le bateau ou dans le machin, vous dégagez. Et en Arabie Saoudite, le problème de la révolution, pourquoi il y a eu la Tunis, pourquoi il y a tout? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont exclus. Il y a des pauvres, tu vois. Et en Arabie Saoudite, je ne pense pas, je parle d'autochtones, concret, je ne pense pas que tu as des millions de gens qui sont pauvres. Par exemple, au Qatar, tu as un demi-point, 0,5, on va aller vers 4,5 de chômage. Donc tu ne peux pas, tu n'as pas le terreau pour. Et il faut finir par quelque chose de très important. Quand ça a bougé à Oman et compagnie, n'oublie pas que la population n'est pas homogène au niveau religieux. Partout où ça a bougé, tu avais une composante sunnite et chiite. Alors que là, c'est homogène totalement. Alors, donc, il n'y a pas de conflit. Est-ce que c'est une question de wahhabisme, d'islamisme ou de géostratégie, de politique et d'énergie? Parce que si je vous suis et je résume, c'est un problème plutôt religieux. Non, on a marre du wahhabisme et ça ne nous intéresse plus. Pour moi, il est économique. Ce n'est pas uniquement un problème religieux. Il y a un problème religieux, c'est incontestable. Il y a une ambition de leadership sur l'islamisme dans le monde. Et la Turquie joue sa carte dans ce sens-là. Morsi de l'Égypte, tous ceux qui ont pris le pouvoir dans les pays musulmans. Tous, parce que tous ont en projection la renaissance du khalifa. Alors qui va le prendre? Ça, et donc il y a une lutte d'influence, une lutte de leadership. Si ce n'est, il y a de la stratégie américaine. Et on ne peut pas faire l'impasse sur le rôle du Qatar au bénéfice des intérêts américains. Les Américains ont un projet depuis longtemps, c'est le Grand Moyen-Orient. Et le Qatar joue dans ce projet-là le rôle principal de déstabilisation des pays dits arabes ou musulmans. La nuit dernière, il y a aussi des intérêts propres au Qatar qui sont inscrits dans les rivalités avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, parce que effectivement, le Qatar a peur de l'Iran. Il a eu des menaces de la part de l'Iran, il a eu des menaces de la part de l'Arabie Saoudite, et aussi Bahreïn, il ne faut pas oublier que Bahreïn a occupé dans le temps le Qatar. Mohamed Zglini, oui, c'est pour vous. Mohamed disait tout à l'heure que les États-Unis ont basculé de l'Arabie Saoudite, ils ont choisi maintenant le Qatar. Pourquoi? Parce que, comme il disait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, ou parce qu'ils ne veulent plus du wahhabisme? Non, moi je pense dans un papier qui a été publié en 2009, puis un autre plus académique en 2010, avant tous ces événements, j'appelais ça le croissant énergétique. Le croissant énergétique. Si vous partez juste un peu à Kano dans la Zouad, et vous arrivez au Kazakhstan, c'est une forme de croissant énergétique. Et ça participe, quelle que soit la région, pour 25% de l'approvisionnement des États-Unis
et 25% pour l'approvisionnement de l'Europe, ça donne à peu près 50% de l'approvisionnement de l'Occident. Chose que l'Occident, et bien sûr qui assure le leadership stratégique de l'Occident, les États-Unis, n'accepteront pas un progrès en termes de liberté. Ce n'est pas la pauvreté qui a fait que la Tunisie se soulève contre Ben Ali. C'est plutôt un besoin démocratique. Même, bien sûr, ça facilite. La pauvreté facilite. C'est le terreau. Oui, ça facilite. Et donc, vous avez deux... Quand ils ont compris, et ce raisonnement, il est connu depuis 50 ans. Ce positionnement énergétique, il reste maintenant comment contrôler. Parce que moi j'ai un concept qui est élaboré depuis pratiquement 20 ans, le contrôle global de l'énergie. Il s'appuie sur deux choses. D'abord, l'aspect culturel. Aujourd'hui, vous avez trois pôles. Le wahhabisme autour de l'Arabie saoudite, le néo-ottomanisme autour d'Istanbul et le confrérisme qui se trouve à Doha et dirigé par Doha. Confrérisme, pour vos éditeurs, c'est les frères musulmans qui sont organisés d'une manière, d'un ordre. Voilà. Et les trois pôles, on va les présenter un peu rapidement. Le wahhabisme, c'est pratiquement l'épuisement en terre d'islam, dans le monde berbère ou dans le monde arabe ou même le monde perse. Personne ne veut du modèle sociétal saoudien. C'est pratiquement l'épuisement. Donc c'est un système qui ne marche plus et qui ne peut plus fonctionner. Le puritanisme saoudien, on coupe la main, on interdit ceci, la femme ne conduit pas. Les femmes à Alger ou au Maroc conduisent même des avions. Et souhaitent aller même sur Mars. Donc ce modèle théologique ne fonctionne plus. Le modèle néo-ottoman, le modèle donc turc, c'est un modèle soft, une petite copie du modèle confrérique, du modèle des frères musulmans. Donc, Qatar, par le fait qu'ils ont récupéré un des grands chefs théologiques, le pape, comme j'adhère énormément à ce concept-là, donc Kardawi, autour de lui, il a fédéré. Et c'est assez bizarre, quand vous êtes sur Doha, tous les chefs confrériques sont là-bas. D'Algérie, de Syrie, de Palestine, ils sont là-bas. Ça, c'est le côté culturel. Le côté énergétique, je pense, quelques chiffres, c'est 14% des réserves du monde, autour à peu près de 27 000 milliards, c'est-à-dire 5 fois l'Algérie. Du jour au lendemain, on a cette réserve et il y reste encore. Oui, le pétrole, c'est le deuxième producteur du pétrole. Premier producteur du GNL. Un fonds, vous parlez tout à l'heure, 700 milliards ou 800 milliards, ils sont où? Ils sont en Europe et aux États-Unis. Oui. Cette masse d'argent, ce n'est pas géré par les Qataris. Donc Qatar, il a une mission de servir de main pour manipuler sur le plan culturel et une autre main pour armer les organisations. Comme ça on attaque, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va attaquer le Qatar et l'Afrique du Nord. Pourquoi le Qatar, si on le suit surtout, puisqu'il y a eu un complot, donc c'est le Qatar, c'est les États-Unis, tout. Pourquoi ça n'a pas marché en Algérie? Est-ce que parce que l'Algérie a eu la décennie noire? Ou bien est-ce que parce que les Algériens ont de l'argent, donc on ne va pas leur donner de l'argent? Ou bien est-ce que ça marche finalement, ils ont gagné contre le terrorisme et la société est islamisée et ils font les affaires? On en parlait d'Or-Brabaki, on a enlevé l'affaire pour la donner aux Qataris. Pourquoi ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, n'est pas arrivé en Algérie? Ou bien c'est tout ça à la fois? Je pose la question à vous tous. Hein. Il y a à la fois un échec, il y a à la fois un échec parce que la société algérienne a une résistance. Moi, je pense que le symbole de Amin Lahmar, c'est un symbole extraordinaire. Amin Lahmar, c'est le jeune, il faut le dire. C'est un jeune qui a vécu sous le terrorisme, qui était employé dans une agence de sécurité. On vient, on lui demande d'ouvrir le portail, les terroristes arrivent et lui demandent d'ouvrir le portail. Pour ceux qui nous regardent, c'est lui qui a tiré l'alarme. Et ce monsieur...
qui est un Algérien lambda, il actionne l'alarme au prix de sa vie. Il savait qu'elle allait mourir. L'alarme antiterroriste, Oui, il y a trois niveaux. Et il fait l'échec. C'est lui qui a mis en échec. C'est Amin Lahmar qui a mis en échec l'attaque d'Inamannas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est ni les unités spéciales de l'ANP, ni le gouvernement, ni personne. C'est ce jeune homme qui l'a fait. Ça, c'est extraordinaire. Un détail technique, c'est-à-dire qu'au lieu d'actionner l'alarme de C'est sécurité des niveaux générale d'alerte. ou civile, il a actionné l'arme d'attaque terroriste et donc l'usine coupe. Voilà. D'accord. Pourquoi je parle de ça? Pour voir qu'il y a une capacité de résistance dans la société Oui, algérienne. absolument. Elle existe. Mais en même temps, tu as raison de dire que la démarche américaine du Grand Moyen-Orient, la démarche qatari de la résurgence du Khalifa, elle a réussi. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qu'il y a à Al-Mouradia, la politique qui est mise en œuvre par Al-Mouradia, c'est vraiment le tapis rouge. Devant cette stratégie. On empêche l'armée algérienne de prendre ses responsabilités et de libérer les diplomates. On empêche l'armée algérienne de prendre ses responsabilités et de défendre l'intérêt national au Mali. Alors que... Si, mais moi, en même temps, on peut dire que c'est l'armée qui gouverne. On ne va pas encore refaire Moi, le débat. Je ne suis pas dans les arcanes. Je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir. Elle y participe, du moins. Je lis les données politiques. Pourquoi est-ce qu'une armée programme une opération d'intervention en dehors du territoire national et il y a un président qui interdit l'opération? Il y a une contradiction politique. Moi, je ne peux pas rentrer, je ne suis pas entre eux. La donnée, elle est là. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais Non, c'est ça. moi, ce que je veux, c'est analyser cette contradiction. Ben oui. Moi, je suis là pour analyser. Ça, c'est très intéressant ce qu'il dit. Non, mais on est dans une contradiction. Ce qui veut dire qu'en même temps, voilà. cette démarche américaine du Grand Moyen-Orient, elle est mise en échec parce qu'il y a un potentiel de résistance dans notre pays. En même temps, elle est en train de se déployer parce qu'il y a des gens c'est de l'arrogance, c'est du mépris, c'est du manque de considération pour l'Algérie. La politique de Bouteflika est une politique de renonciation On a nationale. l'impression en l'écoutant que Bouteflika veut voilà, Le symbole, c'est pas la au personne. Qatar et c'est les militaires qui C'est le pas la retiennent. personne. Non, moi, C'est pas le président. Moi, je tiens beaucoup sur ce point qui vient d'être Juste un dit. point. Quand tu as un projet qui peut être un projet intégré, c'est le projet de Bellara, qui peut être un projet intégré, où c'est un investisseur national qui le fait, quelles que soient les conditions, quels que soient les gains que tu peux avoir, en le faisant avec une entité qui n'a pas d'expérience dans le domaine. Hein. Qatar n'a pas d'expérience, en dehors de l'investissement, il n'a pas d'expérience. C'est un choix qui est inexplicable et incompréhensible. C'est des choses à dire. Moi, j'ai une explication là-dessus, mais moi, je voudrais revenir sur un sujet, un point que tu as soulevé. J'y tiens beaucoup à ce point-là, c'est mon analyse. Hein. Ça, tu verras ça nulle part, c'est l'Aqliyaïou, etc. La contradiction entre l'armée et le président de la République en Algérie. D'accord? Juste 2 minutes, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Moi, je pense que le 19 et le 20 décembre, il y a un deal qui est passé entre ce président algérien et François Hollande, pour parler simple. Voilà. Je pense qu'il y a un deal qui s'est passé. Parce que quand tu sors, quand François Hollande était sorti, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit on s'est mis d'accord sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Je vais aller très vite. Hein. Sur l'essentiel, c'est quoi? Des Français à Sekin, on a besoin de sous, on a besoin de contrats. Où est-ce qu'il est le business à Sekin? Le business à Sekin, il est au Brésil, en Argentine, en Algérie, en Chine, ce qu'on appelle les pays émergents. Donc, pour la première fois, France Voilà. Et le président algérien, il a besoin de quoi?